Bonsoir à tous, on va commencer. Il est 19h10. Alors je ne sais pas si le froid a un peu retenu les gens chez eux, mais bon, on va quand même s'intéresser au sujet qui nous préoccupe ce soir. D'abord, je voudrais remercier la présence de notre nouveau commissaire d'arrondissement, Daniel Vallot, qui arrive du 10e arrondissement. Il a une très belle carrière avant, mais je ne vais pas la décliner. En tous les cas, depuis qu'il est arrivé, il nous est d'une utilité extrême. Il accomplit déjà un travail remarquable dans l'arrondissement, avec l'aide et l'appui de mon collègue Hubert Martinez, qui est à ma droite, qui est donc adjoint au maire en charge de la sécurité pour le 15e arrondissement. Donc ils forment tous les deux une paire inséparable. Je salue aussi la présence de Patrick Gomez. Alors Patrick Gomez lui aussi accomplit une tâche pas facile au quotidien. Et je salue le travail de vos équipes et ce que vous y faites, parce que vraiment on voit aussi l'efficacité au quotidien de votre travail et l'utilité de cette nouvelle direction qui est la DPSP. Voilà. Sans plus attendre, je vais passer la parole à notre président de séance qui est Henri, qui est à ma gauche. Et on va quand même avant vous faire passer un petit film derrière vous qui retrace un peu notre fête de quartier du mois de juin dernier, qui a été une réussite grâce à vous tous, et en particulier à Annie Poupon, qui a fait un travail remarquable depuis quelques années pour notre fête de quartier. Donc voilà, on va vous passer ce petit film et puis ensuite on attaquera tout de suite le sujet de la sécurité. Bonsoir, donc c'est avec plaisir que je vais vous refaire un retour en photo sur la fête qui s'est déroulée au mois de juin au Square Saint-Lambert. Comme vous pouvez le constater, le thème était un concert rock avec le groupe Dr. Jack, qui faisait des reprises des morceaux des années 70. Nous avions la participation de la Caisse des écoles du 15e qui nous offrait des smoothies, et pour rappel, qui sert plus de 2 millions de repas par an. Il y avait également Paris Santé Nutrition qui proposait des jeux et des animations pour les enfants pour les sensibiliser sur l'alimentation saine et variée. Bien sûr, le conseil de quartier, donc je remercie à nouveau les conseillers de quartier qui étaient présents ce jour-là pour nous aider. Ce stand a eu un énorme succès. Nous offrions des jus d'orange, des gâteaux, des bonbons. Mais il y avait surtout un jeu proposé par nous, bien sûr, et en concertation avec le cinéma Gaumont, qui offrait des dizaines de figurines. Il fallait que les enfants citent un instrument de musique. Et il remportait le cadeau. Donc là, je vous ai mis quelques photos pour que vous voyez un petit peu l'ambiance sur le square, l'arrivée des habitants petit à petit. Nous avions une météo exceptionnelle, ce qui a beaucoup aidé évidemment à la réussite de la fête. Et le lieu du square est toujours aussi agréable. Donc voilà, vous voyez les gens qui arrivent petit à petit. Nous avons eu aussi la visite de Monsieur le maire, Philippe Beaujon, qui nous a fait l'honneur de passer sur la fête et qui en a profité bien sûr pour saluer et discuter avec les habitants. Par contre, un des points forts de nos fêtes, c'est toujours la tombola. Et vous voyez que l'urne sur le stand du conseil de quartier se remplit énormément. Cette année, il fallait répondre à un questionnaire évidemment sur le thème musical. Je tiens à votre disponibilité les réponses aux questions si vous voulez y participer. Grand succès. Donc là, top départ, on va lancer la tombola.
vous allez voir, il va y avoir une très très forte affluence parce que nous avions des lots quand même très très importants et de belle qualité. Et ça plaît toujours. Je ne vais pas vous citer évidemment tous les lots, mais il y avait bien sûr des places de cinéma à gagner, des bons du manège, des dîners à l'hippopotamus, des gadgets en tout genre. Bon, vous pouvez constater le nombre important de participants, et les gros lots étaient magnum de champagne, bouteilles de vin, et j'en passe et des meilleurs. Et bien sûr, à l'issue de la tombola, nous avons lancé le concert de rock avec grand succès. Dommage, je n'ai pas pu mettre de musique, mais j'aurais bien voulu remettre un petit peu de musique. Bon voilà, j'ai mis quelques photos des enfants, mais il n'y a pas eu que les enfants qui ont dansé. Et sur les pelouses, des dizaines d'habitants, pour pas dire des centaines, restaient et ont prolongé très tard leur présence. Donc voilà, donc beau retour sur cette fête. Merci à tous et rendez-vous bien sûr à l'année prochaine. Alors merci Annie pour cette très belle présentation et encore merci pour tout le travail que tu as donné pour cette belle fête de quartier. Donc j'espère que nous aurons encore pour cette année du beau temps. Alors cette fois-ci nous aborderons un sujet qui est beaucoup plus, j'ai pas dit qu'il était moins passionnant, mais j'ai envie de dire plus terre à terre. Après ce sujet festif, nous abordons, puisque cela avait été défini lors de notre dernière réunion préparatoire le 9 octobre dernier, nous allons aborder la question de la sécurité dans le quartier Saint-Lambert. Et sans plus attendre, je laisse la parole au commissaire Vallot. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs. Je suis le commissaire Vallot. Effectivement, j'ai rejoint votre arrondissement au début août, en provenance du 10e, quelque chose qui finalement est assez peu éloigné, mais dont les préoccupations sont très très différentes. C'est un plaisir réel avec lequel je retrouve la rive gauche et ses préoccupations. Pour ce qui me concerne, vous l'évoquiez rapidement, moi c'est mon 3e poste de commissaire central dans Paris. J'ai d'abord été sur le 7e arrondissement, donc votre petit voisin, sur le 10e et dorénavant sur le 15e. Ce 15e arrondissement qui est un très gros porteur pour la préfecture de police. C'est effectivement un des plus importants arrondissements, le plus grand en termes de population, pas le plus fortement impacté par la délinquance heureusement, mais tout de même un secteur où les préoccupations en matière de sécurité de la part des habitants, des commerçants et des élus sont légitimement importantes, et la réactivité des forces de police doit l'être tout autant. Si vous me permettez quelques brèves présentations de ce qu'est le commissariat sur votre territoire. Le commissariat, c'est 2 implantations géographiques, une qui est située au 250 rue de Vaugirard, vraiment centrale, à partir duquel sont projetées toutes les équipes de police que vous êtes amenés éventuellement à rencontrer. C'est de là que 24 heures sur 24, nos équipes se préparent et se projettent, parce qu'avant tout, et j'insiste là-dessus, le service public de la police nationale, c'est un service public projeté. Nous ne sommes pas à attendre la réquisition de la part des citoyens, le fameux appel police-secours. Nous sommes projetés, c'est-à-dire que nous sommes disponibles en recherche d'actes de délinquance éventuels, ou en tout cas aller au contact également de la population, parce que c'est là aussi une volonté qui est celle du préfet de police et de nos autorités ministérielles, mais plus généralement c'est quelque chose auquel les policiers tiennent tout particulièrement, ce contact avec la population qui a été effectivement parfois perdu de vue ces dernières années à la faveur d'une poursuite d'une police de l'urgence qui était liée notamment au contexte de la menace antiterroriste ou des attentats terroristes à répétition, mais également d'une contraction de nos moyens humains, contraction qui est désormais terminée puisque le 15e arrondissement a repris l'équivalent d'une trentaine d'effectifs à la faveur de ces quelques mois et en reprendra également, je l'espère, autant l'année prochaine. Au-delà de la question des effectifs et de cette présentation très brève, le deuxième point, c'est le site de Beaugrenelle, rue Linois. Lui, il n'est ouvert que la semaine, aux heures de bureau, c'est-à-dire qu'il est ouvert de 9h à 17h du lundi au vendredi. Il y fait de l'accueil du public, c'est-à-dire que vous pouvez y déposer des mains courantes ou des plaintes, tout comme au commissariat central. Une digression, si vous le permettez. Comment déposer plainte? Alors, quelquefois, la question m'est posée, à quoi sert une plainte? Quelle est la différence avec une main courante informatisée? J'en profite aujourd'hui d'être
d'être devant vous pour vous expliquer une plainte ou une main courante. C'est assez simple, je vais être très rapide. La main courante, c'est un logiciel dans lequel, en tant que déclarant, vous allez pouvoir porter à la connaissance des services de police tout type d'informations, absolument tout, de l'ordre des différents, sans aucune connotation pénale, une disparition de pièces d'identité, un Vélib que vous aviez laissé, qui a été volé, ou ce genre de choses, pour lesquelles vous ne souhaitez pas déposer plainte. À partir du moment où vous souhaitez déposer plainte, vous allez rentrer dans ce qu'on appelle évidemment une procédure judiciaire, avec une plainte qui va être ouverte, portée à la connaissance des services du procureur de la République. Et pour ce faire, il existe aujourd'hui 2 modes de plainte. Le mode de plainte classique, qui existe depuis que les commissariats existent également, on se présente à l'accueil, on est accueilli, on attend malheureusement le temps qui est parfois très long, et ça je dois vous l'avouer, c'est un crève-cœur pour moi, commissaire de police, que de constater quelquefois des délais d'attente qui sont anormalement longs. Pour autant, il m'est difficile aujourd'hui de les réduire plus avant, mais on y travaille, et on y travaille avec un deuxième mode de plainte qui a été institué par le ministère de l'Intérieur il y a quelques années. Le 15e arrondissement était d'ailleurs pour le territoire parisien site d'expérimentation, et ça a été un succès immédiat, énorme, à tel point qu'au niveau national on s'est interrogé sur les raisons pour lesquelles sociologiquement le 15e réagissait aussi bien à ce nouveau mode de plainte. C'est ce qu'on appelle la pré-plainte en ligne. Alors qu'est-ce que c'est? Comme son nom l'indique, c'est une pré-plainte, c'est-à-dire que ça n'a pas la valeur d'une plainte. C'est un formulaire que vous remplissez sur un site internet qui est dédié. À la fin, vous choisissez votre commissariat. Le formulaire est automatiquement envoyé au commissariat concerné, qui a 72 heures pour vous rappeler, vous proposer un rendez-vous. Clairement, pour les services de police, c'est gagnant-gagnant. Pour vous également, puisque l'objectif, c'est d'avoir une unité dédiée qui va avoir une activité lissée sur toute la journée. Elle n'aura pas de creux dans son activité. Elle aura un planning de rendez-vous qui est bien rempli. Et ce site de la pré-plainte en ligne vous permet, en tant que citoyen, de déposer ce formulaire, de le remplir, d'être recontacté à l'avance par le policier peu de temps avant que vous ne vous présentiez au commissariat. Et lorsque vous vous présentez, en tout et pour tout, vous relisez votre plainte, vous la signez, on vous en remet une copie, à peu près 5 minutes. Quant à d'autres moments, parfois dans mon commissariat, les personnes attendent plus de 2 heures, un peu comme aux urgences. Il y a des priorités, je les assume, bien avant évidemment le phénomène qui a touché l'ensemble de la planète et qui aujourd'hui encore se retrouve dans nos statistiques police et dans nos accueils. Ce sont les atteintes aux personnes, et spécialement les atteintes les agressions sexuelles. Cette priorisation donnée aux victimes d'agressions sexuelles conduit à ce que ce sont des plaintes très compliquées qui prennent énormément de temps, et à ce que l'on fasse passer devant, comme aux urgences, quelqu'un qui aura une plainte un petit peu plus compliquée. Pour cette pré-plainte en ligne, cependant, aujourd'hui, 2 limites qui se cumulent. Il faut que ce soit contre X, c'est-à-dire vous ignorez l'auteur de l'infraction dont vous vous plaignez. Et la deuxième, c'est que ça ne peut être qu'une atteinte une atteinte au bien, c'est-à-dire que ça va concerner les cambriolages, ça va concerner les dégradations, ça va concerner éventuellement les vols, mais à partir du moment où il n'y a pas eu de violence commise sur la victime, par l'auteur, qui lui-même est inconnu. Ces 2 limites-là, une fois qu'elles sont cumulées, vous avez la possibilité effectivement de remplir ce formulaire et d'être contacté dans un délai en général de 72 heures par le policier. Quelques données également statistiques, mais je ne vais pas trop m'appesantir sur le sujet. Sur 10 mois, environ 104 personnes accueillies au commissariat, 7 jours sur 7, pour environ une 60aine de plaintes, dont 18 pré-plaintes en ligne. Donc vous voyez, on absorbe sur le 15e arrondissement énormément de nos concitoyens qui viennent se présenter. 4 sur 10 ou 2 sur 5 se présentent pour des faits qui ne sont pas de nature pénale, pour exposer des différends de voisinage ou envisager d'évoquer une séparation. Ça, c'est des choses qui sont très récurrentes. Quelques données autres concernant notre délinquance. Alors très général, le 15e arrondissement est plutôt correctement orienté depuis le début de l'année. Il y a une baisse d'environ 4,5% des faits constatés, des faits en matière de délinquance. Sur votre quartier, sur le quartier Saint-Lambert, cette baisse elle est encore plus importante. On a une baisse de quasiment... La délinquance générale se contracte d'1/4 sur cette partie de l'arrondissement. Ce qui en fait un des quartiers les moins agités du 15e. Il y en a certains qui malheureusement sont nettement plus sollicitants pour les services de police. Pour autant, si vous me le permettez, au-delà de ces aspects statistiques, quelques points de préoccupation. Même si les cambriolages régressent sur le quartier Saint-Lambert, ça reste sur le 15e arrondissement un sujet d'importance, un sujet de préoccupation pour les services de police.
À cet égard, j'aime pas trop, je vous dis, donner trop de statistiques, mais des chiffres qui sont parlants. Dans Paris, en flagrant délit, c'est-à-dire lorsque le fait se commet ou vient à l'instant de se commettre, 80 à 90% des interpellations se font sur appel. C'est-à-dire que ce n'est pas le policier qui va mettre une filature en place et permettre d'interpeller l'auteur alors qu'il vient de commettre le vol, mais c'est l'appel d'un voisin, d'un commerçant, de quelqu'un qui passe dans la rue, qui constate quelque chose. Là, à cet égard, je me permets aujourd'hui cet appel civique parce que ce qu'on constate, c'est qu'il y a encore trop peu d'appels au service de police. Nous sommes un service public. Mon travail, je l'exerce sur le fondement de vos impôts, et des miens aussi, mais je veux dire, nous, on n'est pas productif en termes marchands. En revanche, on produit de la sécurité, c'est notre travail. Et pour ce faire, on a des stratégies d'occupation de la voie publique, on pourra revenir dessus si vous le souhaitez, mais au-delà de ça, on a surtout une vocation à se transporter lorsqu'il y a un appel 17. On priorise les interventions, on n'intervient malheureusement pas sur tous les tapages, par exemple, qu'on nous signale. On met en queue de priorité ce type de doléances. En revanche, les atteintes aux personnes, les signalements en flagrant délit de vol ou autre, ça fait partie effectivement des sollicitations qui seront traitées en priorité. À cet égard, je fais appel à vous et à travers vous à vos voisins, votre famille, lorsque vous constatez quelque chose. Si ça fait appel à quelque chose en vous qui évoque un malaise, s'il y a un suspect, s'il y a quelque chose qui vous paraît anormal, appelez les services de police. Encore trop souvent, lorsque l'on fait les enquêtes de voisinage, on a des gens qui viennent nous dire « mais je ne voulais pas vous déranger ». Vous ne nous dérangez pas. C'est notre travail. 24 heures sur 24, j'ai des policiers qui équipent des véhicules, qui sont projetés sur le terrain, qui sont fortement sollicités, c'est pas le sujet. Ils sont pas là à se tourner les pouces. Mais pour autant, je souhaiterais qu'on réaiguille leur activité vers ce qui fait les attentes de nos concitoyens. Ce qui fait que au quotidien, vous avez parfois un sentiment d'insécurité ou une insécurité qui est réelle. Et à cet égard, pour y répondre, on a besoin évidemment du travail de police, d'occupation de la voie publique. On a également besoin de vos sollicitations. Alors quand c'est du flagrant délit, on appelle le 17. Quand c'est des sujets un peu plus récurrents ou bien des doléances qui ne vous apparaissent pas forcément nécessiter une intervention immédiate, écrivez-nous. Ou venez au commissariat déposer une main courante. L'une ou l'autre des solutions est tout à fait valable. Je prends connaissance chaque jour de toutes les mains courantes qui sont déposées dans le commissariat. Je ne lis pas toutes les plaintes parce qu'il y en a trop, mais en tout cas je lis les principales. Et surtout, je traite tous les courriers qui sont déposés ou qui sont adressés au commissaire, systématiquement. Et je veille dorénavant à ce que l'on vous apporte une réponse, parce que c'est un devoir aussi. J'insiste sur le fait que nous sommes un service public et à ce titre-là, la préfecture de police s'est engagée dans un dispositif de labellisation de qualité et à cet égard, on doit impérativement répondre à nos concitoyens. Il y a encore un peu de déchets de notre part et c'est anormal. Et pour ce faire, je structure à nouveau mes services aujourd'hui pour être en capacité de vous répondre, que ce soit sur vos appels 17 ou sur vos courriers. Deux derniers chiffres. Le 15e arrondissement, il est effectivement plutôt bien orienté du point de vue de la délinquance. En revanche, du point de vue de la sollicitation de la part de nos délinquants, on constate qu'il y a une très haute hausse de l'activité. Pour vous donner un ordre d'idée, sur 10 mois, il y a eu 1500 personnes qui ont été placées en garde à vue sur le 15e arrondissement. 2500 qui ont été convoqués, donc parmi les 2500, il y a nos 1500 gardés à vue. Vous en avez 1 millier de plus qui ont été convoqués, qui ont été entendus librement et qui ont été en revanche contre lesquels ont été retenues des infractions pénales. Pour vous donner un ordre d'idée, effectivement, c'est un très gros porteur sur Paris, ces sollicitations qui mobilisent au commissariat des officiers de police judiciaire, des agents de police judiciaire pour traiter les procédures. Mais c'est de notre devoir, effectivement, que d'être dans l'amélioration de nos traitements judiciaires et d'avoir plus d'élucidation, c'est-à-dire de parvenir à identifier le plus souvent possible les auteurs de ces méfaits. J'en termine là pour pas trop tenir le micro. Alors, juste un petit mot, et puis après, évidemment, c'est vous qui allez avoir la parole et qui allez pouvoir poser toutes les questions qu'il faut. D'abord, un grand merci au commissaire Vallot. Je constate comme vous sa disponibilité, son écoute et combien il est attentif aux préoccupations du 15e arrondissement en matière de sécurité en particulier. Vous savez combien le quartier Saint-Lambert est quand même un peu agité par des
par des poches de délinquance, que ce soit Amiral Roussin où nous nous trouvons, ou actuellement autour de la mairie, ou le square Saint-Lambert. Bon, on y reviendra dans vos questions tout à l'heure. Mais sachez que à la fois les élus, mais aussi le commissaire est extrêmement attentif à tout ce qu'on peut lui faire remonter comme information. Donc c'est très important que vous soyez aussi, vous, tous, des acteurs locaux dans votre rôle de nous informer, d'informer le commissaire, d'informer le commissariat. Et d'ailleurs, il l'a dit avec beaucoup de fermeté, et je dois dire que ça peut nous plaire, parce que eh bien, il n'y a pas de mauvaises informations. Toute information est bonne à être transmise et donnée au commissariat. Donc c'est ce que je retiens, parce que c'est vraiment un élément qui montre à quel point les forces de police, contrairement à ce qu'on peut laisser entendre, sont quand même à notre disposition, ouvertes et à l'écoute de nos préoccupations, tant sur les problèmes de délinquance que sur les problèmes d'insécurité dans nos quartiers respectifs. Oui, moi j'avais une petite question. Donc c'est heureux que la délinquance baisse. Et est-ce que dans cette baisse, il y a les actes aussi commis avec violence, puisque ça aussi ça joue dans les circonstances aggravantes. Est-ce qu'on constate aussi une baisse dans tout ce qui est violent? Merci. Alors, la situation est contrastée. Si effectivement les faits de délinquance commis avec violence régressent sur le quartier Saint-Lambert, on est à peu près sur une baisse qui est très importante si on parle des violences stricto sensu. On a deux groupes de plaintes auxquels on est extrêmement attentif dans les services de police, les autres également, mais ceux-là en particulier sont ce qu'on appelle les violences non crapuleuses. Non crapuleuses, comme leur nom l'indique, c'est de la violence gratuite. Alors, on y met les violences conjugales, on y met les violences gratuites, malheureusement, qui peuvent arriver dans la rue. Sur ce point-là, et sur le quartier Saint-Lambert, on est sur une baisse de 65% des violences gratuites. Alors, dans le 15e arrondissement, vous voyez, la situation, je vous dis, elle est différente, puisque la baisse n'est que de 3%. Ce qui veut donc dire qu'on a des quartiers dans lesquels ce type de violence gratuite a tendance à augmenter. Je ne me féliciterai pas forcément d'une baisse. Déjà, je vais être extrêmement limpide et modeste. Les hausses et les baisses de la délinquance sont en partie, mais d'une manière extrêmement infime, liées à l'activité des services de police. Parce que les services de police, c'est avant tout une chaîne qui va, si on parle de la délinquance, de l'autorité des services de police, effectifs interpelle, jusqu'à l'autorité judiciaire qui, elle, va entrer ou pas en voie de condamnation. Donc à cet égard, il faut être extrêmement modeste. Nous agissons. Je suis comptable de l'activité de mes fonctionnaires. Je suis comptable d'une amélioration de l'activité au bénéfice des citoyens. En revanche, je suis parfaitement lucide sur le fait qu'il y a des phénomènes de délinquance qui sont marqués et qui sont en partie évolutifs à la hausse ou à la baisse, sans forcément qu'on soit en capacité de l'expliquer. Je vous disais aussi pas forcément un point très satisfaisant. Il y a ce qu'on appelle aussi la partie grise de la délinquance. Le phénomène MeToo auquel on fait référence, ce pourquoi j'ai insisté à titre liminaire sur le fait de déposer plainte, c'est que je ne vous dirai jamais de ne pas déposer plainte pour quelque chose. Parce que en tant que service public, en tant que policier, j'ai besoin de savoir ce qui se passe dans le territoire qui est le mien. Parce que pour être efficace dans mon action, j'ai besoin de savoir quels sont les foyers de délinquance, qu'est-ce qui s'y passe. Et cette partie grise de la délinquance, notamment, je pense tout ce qui est relatif aux violences intraconjugales, violences intrafamiliales, c'est une part qui, certes, a tendance à se réduire parce qu'on fait beaucoup de publicité, parce qu'on s'est structuré pour améliorer l'accueil de cette catégorie de victimes, parce qu'on continue à faire des efforts et que c'est notre devoir. Pour autant, on a encore une part de cette délinquance-là qui n'est pas portée à la connaissance des services de police. Pour des raisons que on ne maîtrise pas forcément, parce que parfois l'attente est longue, parce que la victime a une appréhension vis-à-vis de cette démarche auprès des services de police. À cet égard, le 15e arrondissement a quand même s'est structuré, c'est un gros commissariat, et la ville de Paris et la préfecture ont mis en place à titre novateur, depuis ça a été développé sur d'autres arrondissements, des dispositifs qui sont complémentaires de notre action. Moi, je fonctionne sur la prévention et la répression, c'est un duo qui n'est pas séparable. En revanche, au titre de la prévention, la ville de Paris a mis en place un assistant social à l'intérieur du commissariat. C'est quelqu'un qui est tenu au secret professionnel, comme nous, mais on a une notion de secret partagé, c'est-à-dire que toutes les mains courantes qui sont déposées
sont communiquées à l'assistance sociale. Également, une psychologue pour les victimes, qui elle est une fonctionnaire de la préfecture de police, la plus ancienne d'ailleurs de tout Paris, et qui est à disposition des victimes. Et lorsque nous avons des mains courantes ou des signalements sur des tapages, sur des différents conjugaux, qui ne sont pas forcément rapportés d'ailleurs par les victimes et parfois par le voisinage, on va saisir ces intervenants sociaux, que ce soit le psychologue ou l'assistant social, pour qu'ils reprennent contact avec les parties. À ce moment-là, on ne peut pas déterminer s'il y a une victime ou pas de victime. Et l'objectif, c'est de capter ces faits de délinquance qui nous échappent. Le but, moi je ne suis pas, encore une fois, comptable de l'activité, comptable complètement de l'activité. Les évolutions, ça monte, ça baisse. Parfois, on ne se l'explique pas. En revanche, ce qui est une source d'insatisfaction, c'est quand les gens hésitent ou refusent d'aller déposer plainte, soit par appréhension de ce que va devenir leur plainte. C'est une question qui a été posée dans un précédent conseil de quartier. Si vous le souhaitez, je pourrais vous y répondre sur ce sujet. Mais également parce que quelquefois les personnes ne reçoivent pas l'accueil qu'elles souhaiteraient. Il y a eu, alors je leur remercie parce que la préfecture a autorisé un reportage au sein du commissariat d'envoyé spécial. Jeudi dernier, il y avait un reportage. Vous avez ce qu'on appelle la brigade locale de protection de la famille. Alors c'est vraiment une vitrine. Le 15e arrondissement à cet égard sont 9 policiers spécialisés dans les violences intrafamiliales et intraconjugales. Ils ont des gardes à vue tous les jours parce qu'il y a tous les jours des personnes de tous les milieux sociaux. Essentiellement des hommes d'ailleurs, mais qui sont placés en garde à vue pour des faits de violence conjugale. C'est un fait important. Ça peut conduire effectivement à des procédures délictuelles, voire criminelles. La plupart du temps, elles sont heureusement délictuelles. Pour autant, le parquet de Paris s'est structuré lui aussi pour absorber et traiter de la manière la plus efficace possible ces faits-là qui sont extrêmement graves et qui étaient pendant longtemps restés dans le huis clos familial. Et ça, c'était insatisfaisant pour nous, services de police. On a besoin qu'il y ait une forme de justice qui s'exerce, y compris jusque dans la sphère intrafamiliale. Et à cet égard, effectivement, les violences régressent. Sur la voie publique, pour les vols avec violence, là, je vous disais, la situation est également contrastée, puisque on a une baisse sur le quartier qui est de 50%. Donc les vols à l'arraché et autres diminuent. En revanche, c'est un point qui est fragile sur le 15e, puisqu'on est en hausse alors ça représente 9 plaintes de plus, mais enfin c'est tout de même 1,44% sur le 15e, c'est important. En tout cas, c'est un point de préoccupation qui nécessite chez nous le développement d'autres stratégies pour dissuader les auteurs. Merci beaucoup. Maintenant, on va vous passer la parole directement. Alors, monsieur, vous avez une question. Prenez le micro parce que, en fait, on n'est peut-être pas nombreux, mais on est nombreux à être écoutés via le web et la caméra qui est derrière vous. Donc, il y a des gens qui sont chez eux et qui suivent notre conseil de quartier à distance. Tout d'abord, oui, tout à l'heure, vous avez fait part de nouveaux systèmes de pré-plainte en disant que celui-ci avait connu un grand succès. Et dans le même temps, vous sembliez dire que les déplacements au commissariat n'avaient pas baissé. Donc je me demandais comment se fait-il que si ça a eu gros succès, a priori ça aurait dû décongestionner les déplacements pour les plaintes. Bon, enfin, c'est bon. Alors, sinon, moi, sur la sécurité, j'ai une vision un peu extensive de la sécurité et en l'occurrence, moi, je suis le plus en insécurité quand je suis sur mon vélo dans la rue. Et à cet égard, les scooters qui doublent à droite, les véhicules qui circulent dans les voies de bus. Alors là, je fais une parenthèse. Les VTC, j'ai jamais réussi à obtenir la réponse. Est-ce qu'ils ont droit, oui ou non, à circuler dans les couloirs de bus? Alors certains me disent oui quand ils ont des passagers, non quand ils sont à vide. Les Uber et compagnie, est-ce qu'ils ont le droit? Personne ne sait véritablement peut donner la réponse. Par ailleurs, on se plaint régulièrement que les vélos brûlent les feux rouges. C'est incontestable. Cela étant, j'ai jamais vu un vélo renverser une voiture. L'inverse, en revanche, est vrai. Et j'ai appris que la mairie au sens général, développait des caméras de surveillance qui permettaient de verbaliser les véhicules qui sont garés de façon intempestive dans les couloirs de bus ou d'autres endroits, les feux rouges. Est-ce que les élus du 15e promeuvent ce type de solution en demandant d'installer plus de caméras de surveillance pour
pénaliser ce genre d'infraction. Pour le type de caméra que vous évoquez, il y en a quelques-unes dans le 15e, je n'ai pas le nombre, hein, mais par exemple au métro... Quelques-unes, ça veut dire combien? Non. Sur Paris, il y en a 500 par... Non, mais les caméras qui... Oui. Elles le font toutes. Le commissaire me dit que toutes les caméras peuvent être utilisées pour faire de la vidéo verbalisation. Mais certaines le font d'une manière systématique. Il y en a quelques-unes dans le 15e. Je pense que la maire de Paris va s'orienter un peu vers cette solution pour verbaliser les fautes au niveau de la sécurité routière. Moi, je voudrais dire simplement en ce qui concerne la mairie et votre quartier, la mairie reçoit peu de courriers, peu de doléances, peu de demandes de rendez-vous de la part des habitants du quartier Saint-Lambert. Depuis décembre, on a reçu une petite dizaine de courriers, mails, demandes de rendez-vous ou autres. Donc c'est très très maigre par rapport à d'autres quartiers. Voilà. Les secteurs qui sont traditionnellement touchés, c'est, pour le quartier, c'est le square Saint-Lambert qui est parfois signalé par un appel téléphonique. Et ces derniers temps, c'était un peu le quartier de la mairie, les abords de la mairie, qui se sont distingués par des troubles. Et au début de l'année, on a eu une période où des écoliers étaient agressés par des élèves un peu plus âgés dans le secteur de la rue Blomet. Voilà pour les faits qui concernent votre quartier, mais c'est un des quartiers qui apparaît le plus calme dans le 15e arrondissement, avec le quartier Violet-Commerce. Voilà ce que je pouvais dire au niveau de la mairie. En plus du commissariat, qui est l'acteur principal que la mairie sollicite, il y a la direction de la prévention et de la sécurité de la ville de Paris. Monsieur Gomez, qui est le chef du service du 15e et du 7e, est là. Je vais lui passer la parole pour qu'il présente un peu sa direction et le travail de sa circonscription. Merci, monsieur le maire. Donc effectivement, je suis Patrick Gomez, donc je suis le chef de la circonscription 7-15 pour la DPSP. Alors donc, avant de faire un petit focus sur les problèmes qui concernent votre quartier, je pense qu'il est utile de présenter cette nouvelle direction qui, au fond, n'est pas si nouvelle que ça. Donc la direction de la prévention, de la sécurité et de la protection. Donc c'est une direction qui a été créée en 2016 dans la continuité de l'ancienne DPP. La DPP, c'est la direction qui concernait tous les inspecteurs de sécurité. Les inspecteurs de sécurité sont les agents que vous avez devant la porte. Donc ils sont des agents polyvalents qu'on utilise pour différents types de missions, donc je vous expliquerai tout à l'heure. Donc cette nouvelle direction est issue d'un regroupement de plusieurs services dont les agents avaient des compétences en matière de verbalisation, mais qui travaillaient au sein de différentes directions. Ils étaient éparpillés un petit peu dans diverses directions et finalement on ne savait pas qui faisait quoi. Donc par un souci de cohérence, la maire de Paris a décidé de faire une grosse direction et de regrouper tous ces services avec l'idée de combattre les incivilités. Donc je vous expliquerai un petit peu plus tard ce que nous on entend par incivilité. Donc aujourd'hui c'est une direction qui regroupe environ 3200 agents. Donc pour être clair, ce n'était pas une police municipale, même si en ce moment il y a une réflexion pour faire évoluer un peu nos prérogatives, ce qui signifie que les particuliers ne peuvent pas nous joindre directement. Nous, on travaille avec nos partenaires, avec les différentes directions de la ville, avec bien sûr le commissariat et beaucoup la mairie. Énormément la mairie, Monsieur Martinez, Monsieur Pinet, Madame Toubiana. Donc qui nous envoient chaque jour des plaintes auxquelles on essaye d'apporter quand même des réponses systématiques, opérationnelles et évidemment des éléments de réponse qui permettent aussi d'éclairer les gens qui nous saisissent. Alors
pour être très clair, voilà, nous, on travaille vraiment dans le registre de la tranquillité publique et non pas de l'ordre public, hein, ce qui est bien sûr, qui relève du commissaire de police. Donc nous avons deux missions principales. La première mission, c'est la mission historique des inspecteurs de sécurité, c'est la sécurisation des équipements municipaux. Là, nous sommes pleinement compétents. C'est-à-dire on travaille pour les écoles, les piscines, les équipements sportifs, les parcs bien sûr, les cimetières, voilà, tout ce qui appartient à la ville de Paris. Et depuis 2016, dans le cadre de cette nouvelle réforme, on fait ce qu'on appelle de la lutte contre les incivilités sur l'espace public. Donc chaque jour, j'ai des équipes qui se consacrent uniquement à essayer de verbaliser les incivilités. Donc voilà. Donc pour conduire toutes ces missions, tous les agents, tous ces 3200 agents ont été répartis au sein d'une dizaine de 10 circonscriptions territoriales. Donc une circonscription, c'est soit un arrondissement, sur le nord de Paris, 18, 19, 20, donc c'est des arrondissements sensibles. Donc là, on a mis une circonscription, et pour les autres arrondissements, pour les autres circonscriptions, c'est un ou deux arrondissements, et pour le centre de Paris, 1, 2, 3, 4. Donc voilà. Auquel s'est rajouté ce qu'on appelle la BIP, c'est la brigade d'intervention de Paris. Donc là, c'est également 150 agents polyvalents qui, eux, sont capables d'être projetés à la demande des chefs de circonscription en renfort sur tous les arrondissements de Paris. Ils font également de la verbalisation enfin de la lutte contre les incivilités et de la sécurisation d'équipements municipaux. Et on a également ce qu'on appelle des unités spécialisées, c'est-à-dire une unité de moto, unité cynophile, c'est-à-dire les maîtres chiens, des chiens, des unités de nuit, hein, qui se consacrent, ils travaillent uniquement de nuit, et une unité de moniteurs de sport. Voilà. On peut rajouter également que dans le cadre de la réforme du statut de Paris, il y a eu la création de ce qu'on appelle 10 unités généralistes qui sont rattachées à une sous-direction, la sous-direction de la régulation des déplacements. Hein, en fait, ce sont des agents, les anciens de l'ASP, c'est les pères-vanches, qui s'occupent du gênant. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le payant a été rétrocédé à des sociétés privées. Donc nous, on conserve le stationnement gênant. Donc voilà, donc vraiment au-delà de toutes ces missions qui font notre quotidien, vraiment on se concentre à travailler sur les plaintes. C'est vrai qu'on a de plus en plus de plaintes et on évite de se disperser, d'aller où on ne nous demande pas. On se concentre sur les plaintes en concertation avec nos partenaires. Donc voilà. Donc au début, je vous ai parlé des incivilités. Bon, je vais vous dire exactement pour nous qu'est-ce qu'une incivilité. Donc la maire nous a demandé de nous consacrer sur 5-6 items. Hein. Donc on a les dépôts sur la voie publique, les dépôts liés à la vente à la sauvette, les déjections canines, les épanchements d'urine, les jets de mégots, les présentations irrégulières à la collecte, les souillures diverses, les étalages et terrasses, et tapage nocturne. Voilà. Donc cette année, par exemple, je vais prendre un item qui est assez intéressant, c'est les mégots. Donc on a fait depuis le début de l'année 2411 verbalisations à 68 € pour des jets de mégots. Alors c'est intéressant parce qu'au début, quand on a commencé à travailler sur cette thématique, on en faisait une dizaine, une quinzaine par jour. Et là, aujourd'hui, ça régresse, on en fait 3, 4 par jour, 4, 5, vous voyez. Donc ça veut dire que les mentalités sont en train d'évoluer. Et donc c'est intéressant parce que les gens comprennent qu'aujourd'hui, il y a des corbeilles avec des éteignoirs et qu'il faut changer de comportement. Donc on a assisté un peu à la même démarche avec les épanchements d'urine. 10 ans ou 15 ans en arrière, les gens ramassaient pas les déjections. Bon, il y avait les fameuses motocross là, qui étaient voilà. Mais aujourd'hui, avec la verbalisation et évidemment avec la pédagogie, aujourd'hui 90% des gens ramassent la déjection de leur animal. Donc voilà, donc il faut faire évoluer et malheureusement, pour que les gens comprennent, il faut verbaliser. Donc ça peut paraître beaucoup, 68 € pour un mégot, mais je peux vous dire qu'après les gens ils n'y jettent plus, et puis il y a surtout après l'effet bouche à oreille. Après il faut savoir qu'au sein de ma circonscription j'ai une petite unité qui est, on appelle ça la CCLCI, cellule de coordination de la lutte contre les incivilités, qui font eux beaucoup de pédagogie. Ils vont voir les patrons de café, voilà, ils font de l'information en parallèle de la verbalisation. Donc voilà. Donc pour juste un petit chiffre qui ne veut finalement pas dire grand chose, donc là cette année on est à plus de 6249 verbalisations sur le 15e, sachant qu'on travaille aussi sur le 7e arrondissement, donc 2 arrondissements, et en clair sur ma circonscription on réalise à peu près 10% de la verbalisation sur l'ensemble de Paris. Donc ce qui veut dire que
malgré qu'on ne soit pas sur 2 arrondissements très sales, et puis voilà, donc on a quand même des résultats qui sont intéressants. Oui, mais par rapport... Ce que je vous propose, c'est qu'on laisse M. Gomez... Oui, je vous répondrai après. Et ensuite, il va vous répondre, il va répondre à toutes vos questions. Voilà. Juste pour que ce soit plus organisé, qu'on puisse tous partager la même réponse et la même question aussi. Donc je vais finir, je vous répondrai. Donc on travaille également sur toute la problématique liée au SDF. Il y a beaucoup de problèmes avec les SDF. Donc il faut savoir que nous, on travaille beaucoup sur le volet social. On n'est pas sur un volet répressif. Donc ce qu'on fait, il faut savoir qu'aujourd'hui, on ne peut pas obliger un SDF à se déplacer. Donc il faut trouver un petit peu des astuces, entre guillemets. On travaille beaucoup avec la direction de la propreté. Ce qu'on fait, qu'on organise régulièrement des missions où on accompagne la propreté. On le fait bouger, on nettoie l'emplacement. L'idée, c'est quand même de ne pas laisser les sites se dégrader, de les nettoyer régulièrement. Et après, effectivement, le SDF peut-être se réinstaller un peu plus loin. Voilà, on n'a pas de solution miracle, hein, mais parce que aussi, on n'a pas un cadre qui nous permet de dire à un SDF, maintenant c'est fini, il faut partir. Je pense que et la police, pas plus d'ailleurs. Voilà. Donc, c'est fini le temps de la BAPSA. Vous confirmez, monsieur le commissaire ? Ça existe encore, mais avec... Et ça suppose la volonté de la personne. C'est ça. Voilà. Il n'y a pas de contrainte, c'est ça. Donc la difficulté, elle est là, on ne peut pas contraindre. Mais moi, j'ai une équipe, j'ai 2 agents tous les matins qui arpentent l'arrondissement, qui arpentent le 7e et qui travaillent au plus près de ces SDF, vous voyez, et de manière efficace. Donc il y a aussi la problématique des Roms. Nous, là-dessus, évidemment, on n'est pas compétents, mais malgré tout, cette même équipe, elle est très, comment dire, elle observe. Si elle voit un Rom devant un DAB, elle va le faire bouger, vous voyez. Donc il y a quand même une action. Pour finir, c'est vrai qu'on a également ce qu'on appelle des correspondants de nuit. Alors ces correspondants de nuit, ce sont des médiateurs de rue qui sont installés 55 rue de la Fédération sur le quartier Duplex et qui s'étire jusqu'à Ballard. C'est vrai qu'à l'origine, l'idée des correspondants de nuit, c'était de mettre une équipe de médiateurs sur un petit îlot identifié comme sensible. On avait choisi à l'époque le quartier Duplex parce qu'il y a eu l'assassinat d'un jeune. Mais bon, très rapidement, on s'est aperçu que finalement les agents tournaient en rond, et puis c'est pas parce qu'il y a eu une fois un assassinat quelque part que le quartier, voilà. Donc au fur et à mesure de l'évolution des problèmes, on a étiré le périmètre et on est descendu jusqu'à Ballard, et là où il y a vraiment aussi des problèmes au niveau de la bibliothèque, au niveau du TEP, au niveau de voilà. Donc il faut savoir, ce sont des agents qui font de la médiation et qui sont quand même souvent dans le dépassement de fonction, puisqu'on leur fait fermer des jardins, on leur fait fermer des établissements sportifs, TEP, VARE, vous voyez. Donc voilà, ils sont reconnus et appréciés au niveau de l'arrondissement. Pour finir mon propos, je voulais évoquer aussi un service qui me tient un petit peu à cœur, hein, s'appelle la MAP, c'est Mission Accompagnement des Personnes. Et en fait, c'est un service qui est sous-utilisé et qui risque de disparaître. En réalité, ce sont des agents qui peuvent accompagner, qui accompagnent des personnes âgées qui souhaitent faire des retraits d'argent. C'est un service entièrement gratuit. Les personnes ont juste à téléphoner pour prendre rendez-vous. On va les chercher à leur domicile, on les amène faire l'opération et on les ramène chez eux. Et effectivement, on note vraiment une chute des demandes et je trouve ça très dommage. Personne ne sait que ça existe en fait. Pourtant ça existe. Je peux vous dire, moi je suis rentré à la ville il y a 35 ans, je le faisais déjà. Donc, et je le répète, à chaque fois que j'en ai l'occasion, les agents distribuent des flyers, vendent dans les maisons de retraite, vraiment essayent de faire la promotion de ce service, et malheureusement on a peu de demandes. Alors voilà, oui, alors je vais vous faire passer des plaquettes, ça serait intéressant de le mettre dans le journal du 15e par exemple. Voilà, parce qu'à terme ça finira par disparaître. Donc voilà, après effectivement, comme l'a rappelé le commissaire, on est sur un quartier, malgré tout, où ça reste encore acceptable. Donc nous, on travaille beaucoup sur les jardins. Donc sur les jardins, vous avez ce qu'on appelle les gardiens de square, et dont l'action est complétée régulièrement par des interventions des inspecteurs de sécurité. Donc sur le quartier, on fait également beaucoup de missions en îlotage en civil et en uniforme. Donc voilà ce que je voulais vous dire par rapport à l'activité de la DPSP.
Juste si vous me permettez, pour répondre très précisément à la question de monsieur, la réponse est non. Les VTC n'ont pas le droit de circuler. Un VTC, c'est un véhicule, certes, de tourisme avec chauffeur, mais il n'a pas l'autorisation légale d'être à l'intérieur de couloirs de bus. Le couloir de bus, il est pour les véhicules des sapeurs-pompiers, de la police nationale, pour les transporteurs, lorsqu'effectivement la signalétique le prévoit, ou en tout cas qu'elle ne l'interdit pas pour les deux roues non motorisées, ce qui veut dire que les deux roues motorisées n'ont rien à y faire non plus. Donc c'est effectivement des voies qui sont réservées. C'est le choix de la ville, du premier édile qui est la maire de Paris, de dédier ces espaces, ces parties de l'espace public à une catégorie bien précise des utilisateurs. Et en l'occurrence, les VTC n'en font absolument pas partie. Petite exception, certains ambulanciers, parce que parfois on a des courriers qui nous disent, les ambulanciers, vous avez des ambulanciers privés qui agissent sur délégation du SAMU. Donc tous les ambulanciers qui filent à travers les couloirs de bus ne sont pas forcément des gens malhonnêtes. Parce que parfois je vois des courriers très très assassins sur cette corporation. Je tiens à le préciser, ils agissent aussi sur délégation du SAMU. Et un tout dernier point, parce que ça me tient à cœur, les stationnements sur les pistes cyclables. Vous disiez être cycliste, c'est une priorité pour la préfecture de police, effectivement, parce qu'on constate qu'il y a une accidentologie. Il y a le piéton, c'est l'être le plus faible sur la voie publique, mais il y a effectivement des cyclistes, et les stationnements sur les pistes cyclables, ça représente quasiment 650 PV par les policiers. Alors autant vous dire qu'ils font beaucoup d'autres choses, mais ça, c'est une priorité pour eux. Pour les couloirs de bus, les stationnements dans les couloirs de bus, dont on sait qu'ils sont aussi générateurs d'une insécurité pour les autres usagers, notamment les cyclistes, c'est pratiquement 600 stationnements qui ont été verbalisés depuis le début de l'année. Et pour les circulations dans les couloirs de bus, alors ça déboule souvent sur des infractions autres. Alors le chiffre va vous paraître extrêmement faible. On est sur 75 contraventions qui ont été dressées, sachant qu'il y en a beaucoup qui débouchent sur des procédures judiciaires, des défauts d'assurance, des conduites sous l'empire d'un état alcoolique ou en état d'ivresse, ou bien carrément des défauts de permis de conduire. Merci. Moi, j'ai une question qui touche exactement aussi à la voie publique, c'est que depuis quelque temps, on assiste à une prolifération des nouveaux véhicules électriques individuels. Ça pose beaucoup de problèmes. Ils peuvent dévaler à toute vitesse. Et je voulais savoir justement qu'est-ce qu'on peut dire sur ces questions, puisqu'on a on commence à voir aussi parfois de l'exaspération, y compris la mienne, on voit quelqu'un débarquer et qui ne manque pas de vous heurter. Alors, c'est un sujet, on a tenu un stand d'information rue du Commerce pendant 4 jours. Ça n'a été que ce sujet-là qui revenait sans cesse et sans cesse. Alors que, j'exagère parce qu'il y a eu beaucoup d'autres sujets, mais à chaque personne qui se présentait, le sujet des trottinettes électriques ou bien des gyropodes, là, on a une évolution effectivement de la réglementation à venir. Parce que théoriquement, il ressort de la qualification du piéton. Alors bon, c'est une conception qui est parfois un peu qui est sujette à débat, mais l'essentiel, c'est qu'effectivement, le problème représenté par ces engins et surtout par leurs conducteurs, c'est la vitesse. C'est-à-dire qu'une trottinette en soi, un papa ou une maman avec les 2 enfants qui sont un peu plus loin sur chacun leur trottinette, en soi sur le trottoir, ça pose pas de difficulté à partir du moment où, dans un esprit citoyen, ils adoptent une vitesse qui est conforme à celle des piétons. Alors c'est toujours le problème de l'esprit civique avec des utilisateurs qui s'estiment être en droit d'être à l'endroit où ils se trouvent. Donc actuellement, nous ne sommes pas dans une logique de verbalisation de ces comportements-là parce que nous attendons effectivement d'avoir un fondement juridique fiable. Il y a l'espace public qui est utilisé pour des stationnements, pour des objets qui sont laissés. Là, ce sera peut-être à M. Gomez d'en parler s'il le souhaite. Mais pour les services de police, c'est l'accidentologie, on en a. On commence à en avoir. On avait la catégorie piéton et on avait la catégorie vélo. Et là, maintenant, on a la catégorie de ces utilisateurs de véhicules, trottinettes et autres, qui ne sont pas forcément systématiquement en tort d'ailleurs, mais qui ont tendance à adopter une vitesse qui est non conforme à l'engin en lui-même, sachant qu'ils n'ont, alors pour eux, aucune mesure de protection. Donc ils prennent un risque qui est énorme. Ça, par contre, c'est pas prévu dans les conditions d'emploi. Donc ça, c'est un motif à contrôle par les services de police et on en fait assez régulièrement. Et je vous dis, quelquefois, on tombe sur des affaires plutôt sympathiques. Ce week-end, un recel évidemment de ces trottinettes électriques et puis un monsieur assez âgé qui était avec une mineure en fugue. Donc, vous voyez, bon, des petites choses qui ont attiré l'œil des services de police et qui ont provoqué le contrôle. Monsieur le commissaire. Simplement, je voulais vous dire,
marche là? On n'entend pas la dame. Les piétons, moi je suis piéton. C'est ce qu'il y a de plus dangereux. Laissez, votre question nous intéresse, mais laissez parler la dame qui est devant et commencer à poser des questions. En ce qui concerne les trottinettes et les vélos, ils ont le droit d'aller dans les deux sens. Donc, quand vous traversez, vous regardez à droite parce que vous savez que les voitures vont arriver, vous voyez pas forcément le gars qui vous frôle le dos, la trottinette ou le vélo. Et ça, je peux vous dire, ça fait flipper, hein. Parce que vous faites un petit écart et là, vous le prenez en pleine hanche. Oui, alors, avec tout le respect que j'ai pour l'ensemble de nos concitoyens, aujourd'hui, étant donné qu'il existe, et dans la logique de développement des déplacements doux, les villes de France ont développé des contresens cyclistes et autres, la traversée d'un passage protégé doit systématiquement, c'est ce qu'on enseigne aujourd'hui, lorsque l'on fait passer le permis piéton aux petits dans les écoles, parce que le commissariat a des policiers qui sont spécialisés dans les interventions dans les écoles, on leur fait passer le permis piéton, et quand on leur fait passer le permis piéton, traverser la chaussée, y compris sur un passage protégé, implique de regarder systématiquement à droite et à gauche. Parce qu'effectivement, quand bien même le flux de circulation vient de la droite exclusivement ou de la gauche, peu importe, il faut systématiquement regarder. Je regardais par curiosité, depuis le début de l'année, on est à 400 verbalisations de véhicules 4 roues et 2 roues motorisés pour des circulations en sens interdit. Donc le sens interdit en soi, bon, à l'honnête citoyen, ça va être une erreur, mais il y en a qui en ont fait un mode de déplacement aussi pour raccourcir les délais. Et au-delà de ça, les piétons doivent regarder à droite et à gauche. En tout cas, c'est un appel aujourd'hui. Hein. On l'enseigne dans les écoles aux petits pour apprendre à traverser. Regarder systématiquement à droite et à gauche, peu importe le sens de circulation dans la rue. Oui, mais la rue est en sens interdit. On va pas forcément... Pas systématiquement, madame. Lorsqu'il y a par exemple un contresens vélo, vous avez la possibilité pour les vélos, réglementairement parlant, ils ont la possibilité La de rue du remonter. Docteur Roux, Oui. elle est assez grande quand il y a le carrefour. On regarde forcément les voitures qui sont au feu et qui vont démarrer comme des balles. Oui. Mais on ne regarde pas systématiquement un vélo arriver dans l'autre sens. Et c'est la 3e fois que je me prends un vélo dans le dos, voire une trottinette. Excusez-moi, mais là, je commence à me dire, on ne va plus pouvoir sortir, ou alors il va falloir se mettre des... Le commissaire ne va pas me contredire, mais c'est dans le code de la route, puisque toute rue à 30 km/h est à double sens pour les 2 roues non immatriculées, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc normalement, on ne doit pas passer. Donc non, aujourd'hui, si j'ai un conseil à vous donner en la matière, c'est que lorsque vous traversez la chaussée, regardez systématiquement à droite et à gauche. Systématiquement. C'est pour votre sécurité. J'habite rue Le Courbe, devant le cimetière Vaugirard, et la rue Le Courbe étant en sens unique, régulièrement, presque tous les jours, il y a des motos, des vélos qui sont sur le trottoir. Il n'y a plus de place pour le piéton, de toute façon. Bon, là, en ce moment, il y a les chantiers, c'est normal. Mais les piétons, on n'a plus de place entre les trottinettes électriques ou pas, et les vélos et les motos même. Et je n'ai jamais vu qui que ce soit verbalisé. Et ça fait quelques années que j'habite là-bas. Hein. Non, en circulation. Il n'y a plus de place pour le piéton, de toute façon, maintenant, dans ce quartier-là. Oui, je le constate, je suis effectivement moi-même piéton et lorsque je me promène, je constate ce type de comportement. Sans aller forcément jusqu'à des 2 roues motorisées, on a des vélos, c'est pas la place non plus sur les trottoirs d'ailleurs. Mais les motos, il y a des verbalisations, il n'y en a pas partout, il n'y en a pas autant qu'il en faudrait. Mais il y a de les verbalisations, pas forcément à l'endroit que vous évoquez, madame, mais il y a effectivement, alors le plus souvent, quand on a affaire à des gens à peu près corrects, il n'y a pas de verbalisation, on les invite à retourner sur la place qui est à l'heure, c'est-à-dire la chaussée. Par contre, on a, des raccourcis, alors ils appellent ça des raccourcis, ou bien alors des méthodes de circulation à contre-courant de la circulation elle-même, et ça, c'est pas acceptable. Oui, bonsoir. Moi, je voudrais poser une question concernant le tapage nocturne, parce que j'ai cru comprendre qu'on ne pouvait pas contacter directement votre direction, Monsieur Gomez,
qu'est-ce qui se passe quand il y a tapage nocturne vers 2-3 heures du matin? Le square derrière l'église de la rue Gerbert est très très souvent occupé et sonorisé pendant la nuit. Moi, on ne veut pas appeler la police parce qu'on considère que vous avez quand même d'autres priorités, d'autres urgences, mais c'est vrai qu'à la longue, ça devient extrêmement gênant. À qui faut-il le signaler? Oui. Oui, quand c'est du tapage comme ça le soir, il faut appeler le commissariat. C'est le commissariat. On va intervenir souvent lorsque c'est du tapage qui relève, vous savez, des établissements comme des cafés. Ou voilà. Alors là c'est récurrent. D'accord. Nous, on va intervenir, on va aller voir le gérant et éventuellement on verbalisera. Mais quand c'est comme ça ponctuel, il faut appeler le commissariat. Sur les tapages, une petite précision en fait. C'est pas sémantique, c'est un tapage, peu importe qu'il soit diurne ou nocturne. Il n'y a pas de différence dans les textes. La répression est la même. Vous n'avez pas le droit de faire du bruit à 8h, 10h, midi ou 22h. Et alors, depuis le 1er janvier, la maire de Paris a récupéré effectivement des pouvoirs de police. Les bruits d'origine professionnelle sont de la compétence dorénavant de la ville de Paris, à l'exception des boîtes de nuit, des débits de boissons. C'est cette catégorie particulière, on agit conjointement ou d'initiative pour les services de la ville, mais le réfrigérateur de la petite surface qui se déclenche à 2h du matin ou le système de climatisation, c'est des cas qui reviennent très régulièrement. Là, effectivement, il y a le formulaire dans ma rue, il y a l'application, enfin le site internet de la ville, où c'est le 3430, c'est ça 3930 3975, je vous prie de m'excuser, 3975 pour contacter la ville sur ces problématiques-là. En revanche, tapage, votre voisin qui fête son anniversaire, qui met la musique trop fort jusqu'à 2h du matin, c'est le 17. Des jeunes ou moins jeunes qui se réunissent dans un endroit et qui mettent des enceintes portatives et qui derrière génèrent de la nuisance, c'est la police nationale également. On interviendra, encore une fois, je ne veux pas vous dire qu'on interviendra systématiquement, mais ça fait partie des devoirs qui sont les nôtres que de tempérer. On est responsable de l'ordre, le préfet de police à Paris est responsable de l'ordre, de la tranquillité et de la salubrité publique. Il partage un certain nombre de compétences avec la ville, mais on a cette plénitude de compétences qui nous offre la possibilité d'aller rappeler à l'ordre ou verbaliser suivant les situations, madame. D'accord, merci beaucoup. Puisqu'on en est au bruit, excusez-moi, mais je vais être bref, puisqu'on en est au bruit sur les motos ou motocyclettes ou vélos cyclomoteurs qui n'ont plus de pot d'échappement et qui font un bruit terrible, y compris sous les fenêtres du commissariat du 15e, commissariat central. Quand il passe sur la rue de Vaugirard, oui, tout à fait. Alors c'est ce qu'on appelle des machines qui ont été débridées. Alors vous avez une unité qui est dédiée, alors qui n'appartient pas à la direction qui l'amène, mais qui appartient également à la préfecture de police, qui opère des contrôles très fréquents avec mesure du son pour l'homologation des pots. Alors c'est pas autant sans doute qu'on pourrait en faire, ça c'est une certitude. En revanche, le deux roues motorisé en soi, c'est un mode de déplacement effectivement rapide, un peu grisant quelquefois, et certains ne prennent pas forcément toutes les précautions sans forcément aller jusqu'à débrider le moteur ou modifier les pots d'échappement. Il y a l'usage abusif effectivement des poignées de vitesse et ça donne périodiquement lieu à des verbalisations parce que les policiers savent, comme vous d'ailleurs, parce que la littérature, ou du moins de temps en temps la presse en fait écho, qu'une moto qui va à fond de train dans les rues de Paris le soir à une heure très avancée est en capacité sur un trajet de 2 km de réveiller des milliers de personnes. Donc c'est effectivement quelque chose qui n'est pas anodin et là-dessus il y a des contrôles périodiques qui sont effectués par les services de la préfecture. Moi, je voudrais revenir sur le problème des cyclistes qui prennent de plus en plus de risques, de plus en plus de liberté et qui sont dangereux pour eux-mêmes, pour les autres. Et je fais partie du conseil local du handicap. Pardon. Oui. Et nous sommes extrêmement inquiets à ce propos. J'aimerais quand même savoir si vous avez des consignes de tolérance à leur propos. Parce que jamais on ne voit verbaliser un cycliste. D'accord. Jamais. Tu m'as piqué la place. Je vois des cyclistes en sens interdit. Il y a des agents de police juste à côté. Et je les interroge. Ils me disent « Oh, mais si maintenant il fallait verbaliser les cyclistes, on n'en finirait plus. » J'ai l'impression que tout le monde est complètement démotivé à ce niveau-là.
si vous le permettez, sur les cyclistes. Alors, le premier exemple qu'on ait eu sur le 15e arrondissement de verbalisation sur le non-respect à un piéton, c'est à un cycliste que l'on a infligé cette contravention. Cette contravention l'a infligée à un cycliste parce que ça s'est passé devant un policier, premièrement, que deuxièmement, ce cycliste-là était à tout le moins hautain et dédaigneux sur le contrôle, et qu'il a refusé effectivement, ne serait-ce que de présenter ses excuses à la personne à qui il a refusé la priorité. Ce qui aurait été honnêtement, sans doute, les policiers n'auraient pas verbalisé. On l'a évoqué, le franchissement... il y a un certain nombre d'aménagements des règles de droit qui ont été faites au bénéfice des cyclistes. La logique étant, dans une conception écologique des développements et de développement durable, de permettre l'accroissement des déplacements doux, donc des cyclistes. À cet égard, a été prévue la possibilité pour eux, notamment dans les zones 30, de remonter à contre-courant de la circulation. Alors il y a des pistes cyclables qui sont matérialisées ou pas selon les axes, mais également de franchir certains feux de signalisation pour tourner à droite ou à gauche dans le sens de la circulation. Mais ça suppose un esprit citoyen, c'est-à-dire de respecter l'usager de base et le plus faible sur la voie publique, qui est le piéton, qu'il soit PMR ou qu'il soit avec une poussette ou qu'il soit sur ses deux jambes. Et effectivement, ce que l'on peut constater, c'est qu'il y a un esprit citoyen chez cette catégorie d'utilisateurs de la route qui n'est pas forcément extrêmement développé. Je puis vous dire que sur le 10e arrondissement, ça avait été un peu ma marotte sur certains carrefours. On a développé ces verbalisations, ça nous a valu des noms d'oiseaux sur les réseaux sociaux, ça nous a valu des courriers à la préfecture de police nous mettant en cause sur l'opposition aux projets municipaux de développement des déplacements doux, ce qui n'était pas du tout le cas. Encore une fois, nous n'avons rien contre quelque catégorie que ce soit d'utilisateurs du domaine public, absolument rien, à partir du moment où ils respectent la loi. Effectivement, il faudra qu'on progresse, nous, services de police du 15e arrondissement, sur l'aspect rappel de la réglementation et verbalisation à l'endroit des cyclistes qui, notamment, refusent la priorité aux piétons. Excusez-moi, Madame Besnier voulait parler, et après ce sera Monsieur. Voilà, ne vous inquiétez pas. Bonsoir, merci Monsieur le Président. Monsieur le Commissaire, je crois qu'il existe aussi une procédure, c'est quand les tapages ou autre chose dans ce sens-là se répètent, il y a une espèce d'entente entre les équipes qui peuvent à tout moment, même s'ils ne sont pas sollicités, peuvent passer pour faire un contrôle dans le lieu, ou je me trompe ? Alors, un système... Non. Disons que lorsqu'il y a des tapages dans les parties communes d'un immeuble, les parties communes d'un immeuble sont des parties privées. Par principe, les forces de police n'ont pas à pénétrer dans les parties privées d'un immeuble ou dans un appartement, sauf cas particulier. Et donc, par exception, nous pouvons y pénétrer si nous y avons été requis, c'est-à-dire sur appel, ou si le syndic de l'immeuble a émis ce qu'on appelle une réquisition annuelle permanente, c'est-à-dire que ça nous permet, ça nous autorise à effectuer des patrouilles d'initiative à l'intérieur. Dans ces cas-là, sur quelques situations, on peut avoir effectivement des patrouilles, on va à la recherche du tapage. C'est très peu fréquent. Ce que l'on fait, c'est qu'on intervient sur réquisition, c'est-à-dire sur appel, et lorsque l'on constate, on verbalise. Et aujourd'hui, moi, ce que j'ai souhaité, c'est le fruit d'un de mes chefs dont j'ai pu mesurer l'efficacité de ce travail, et donc je l'ai dupliqué, je lui rends les droits qui sont les siens. Cette initiative que j'ai prise dorénavant sur le 15e arrondissement, c'est quand on constate un tapage d'un voisin par rapport à un voisin, en clair, madame, vous nous appelez parce que votre voisin fait du grabuge, on vient, on constate, parce que ce qu'il faut, c'est que le policier constate. Vous pouvez être sûr et certaine, vous pouvez avoir un enregistrement, si quand le policier arrive, il n'y a pas de tapage, on ne pourra pas verbaliser. En revanche, s'il verbalise, vous recevrez un courrier de ma part vous expliquant que nous avons verbalisé et qu'en plus de la verbalisation, parce que la verbalisation c'est une sanction pénale, ça va l'emmener, soit il paiera directement, soit il sera audiencé au tribunal de proximité et il aura une contravention à payer, mais en tant que citoyen,
ayant subi un préjudice, vous avez la possibilité d'intenter une action devant le tribunal d'instance. Et ça, je vous le rappelle, alors je dois en être à une trentaine de courriers à peu près qui ont été émis depuis mon arrivée, où j'écris aux gens et je leur explique la procédure. C'est gratuit, vous allez devant le tribunal d'instance, le ministère de l'avocat n'est pas obligatoire, et vous avez la possibilité effectivement d'aller demander des dommages et intérêts du fait du préjudice que vous avez subi. Alors ce ne sont pas des cas, vous voyez, une trentaine en 3 mois et demi, c'est pas énorme, mais l'idée c'est de rappeler aux gens la possibilité qu'ils ont, leurs droits. Souvent on les ignore, et là en l'occurrence, je prends, avec l'accord d'ailleurs du parquet, la décision de vous informer que nous avons procédé à une verbalisation, et que donc vous avez la possibilité de poursuivre la personne d'un point de vue civil. Madame, oui, monsieur, pardon. Oui, une remarque et une question. La remarque, bon, je suis cycliste, je le revendique. Alors, entre la vindique des automobilistes et puis celle des piétons, ce qui serait bon, c'est que vous ayez des statistiques à présenter sur l'accidentologie, je ne sais pas si le terme est juste, des cyclistes envers les piétons, parce qu'il y a beaucoup comment dire, d'idées reçues d'une part, ou de craintes. Alors c'est vrai qu'il y a des vélos sur les trottoirs, mais il y a des endroits où la circulation elle est réservée aux piétons, où les piétons et les cyclistes cohabitent. Il n'y a pas vraiment de problème. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une autre façon de circuler, le tourner à droite, le sens contraire dans un sens interdit et autorisé pour les cyclistes. Bon, bah, tout ça, il faut que les gens commencent à vivre avec, quoi. C'est bon. Et ma question, c'est, est-ce que vous avez, alors je change complètement de sujet, des phénomènes de bande dans le 15e ? Alors, sur votre remarque, je ne suis pas venu avec des statistiques et je ne les ai absolument pas en tête. Ça existe. L'accidentologie. Alors, le développement majeur de l'utilisation du vélo a induit une accidentologie en hausse pour les cyclistes. C'est-à-dire que le cycliste tapé par un cyclomotoriste, en général d'ailleurs c'est le cyclomotoriste qui s'en sort le moins bien. Du fait de sa vitesse. Le cycliste tapé par un bus, par je ne sais quoi, on a vécu malheureusement un certain nombre de drames dans Paris, mais aussi le cycliste qui, franchissant un feu rouge pour lui, va percuter un piéton. Je crois qu'il y a une partie effectivement non négligeable qui est... On parlait tout à l'heure je vous parlais de chiffres gris de la délinquance qu'on n'arrive pas à savoir. Il y a une partie qui est effectivement, Madame l'évoquait, c'est le sentiment d'insécurité. C'est ce cycliste qui ne va pas vous frapper, vous passez à côté de vous, mais qui va passer alors que vous êtes dans vos pensées, au téléphone, peu importe, vous êtes piéton. Vous passez au feu vert pour les piétons, et effectivement, il y a ce sentiment d'insécurité. Il faut apprendre, il faut que tous les utilisateurs, les usagers de la voie publique, du piéton au conducteur de semi-remorque, apprennent à partager l'espace public. C'est-à-dire l'espace public, il est à tout le monde, c'est-à-dire qu'il n'est pas une catégorie précisément d'utilisateurs, et donc il faut qu'ils apprennent à partager. D'où effectivement, on regarde à droite et à gauche parce qu'il y a d'autres utilisateurs quand on franchit la chaussée et qu'on est piéton, et puis quand on est cycliste et qu'on est confronté à des piétons qui traversent, on n'actionne pas sa sonnette pour placer absolument alors que le feu est rouge. Voilà des exemples, mais voilà. Et sur le deuxième sujet que vous évoquiez, oui, vous avez des phénomènes de bande. On n'est pas très loin d'ailleurs d'un des quartiers qui a fait le plus parler de lui en termes de bande, qui est le quartier de la Dalle, Amiral Roussin, qui est juste derrière. Le 15e arrondissement a été intégré à la demande du maire du 15e arrondissement au groupe local de traitement de la délinquance, c'est-à-dire un groupe qui a été créé par le procureur de la République avec la préfecture de police et qui réunit les maires d'arrondissement et les services de police et les sections spécialisées mineures et majeures du parquet sur les thématiques des bandes. C'est une thématique qui malheureusement gagne. Alors les incidents les plus importants ont eu lieu au début de l'année. Ils ont opposé des jeunes gens qui étaient d'un quartier qu'on va étendre de commerce à Beaugrenelle avec des jeunes gens qui étaient du 16e arrondissement. Ça a donné lieu à des violences extrêmement graves, la plus grave ayant eu lieu sur le 16e arrondissement avec un jeune homme qui a pris des coups de casque de moto et qui s'est retrouvé évidemment avec une déformation du crâne emmené à l'hôpital. Donc c'est des faits extrêmement graves. Il y a une mobilisation des services de police, il y a une mobilisation des services également du parquet pour instruire plus rapidement les enquêtes, les mener avec beaucoup plus de célérité, identifier les meneurs et leur assurer un traitement qui soit adapté, c'est-à-dire que lorsque l'on a une idée précise des membres de ces bandes, alors ce sont des groupes constitués par effectivement des gens en général qui sont attachés à un territoire particulier,
le plus souvent qui ne sont pas au-delà de 30 ans et qui peuvent en revanche descendre en deçà de 14 ans. Et qui vivent dans le quartier. Alors un quartier au sens large, si on parle des jeunes gens qui habitent sur la dalle Amiral Roussin, il y en a quelques-uns qui effectivement sont extrêmement nuisibles pour leur voisinage. En revanche, vous en avez d'autres qui habitent dans des adresses pas immédiatement voisines de cette dalle, mais qui s'y retrouvent par souci de retrouver leurs amis et parfois d'y développer des activités illégales. Vous avez effectivement ce phénomène de borne. Ça induit des opérations très fréquentes de la part des services de police, des opérations de contrôle, donc des opérations préventives. On vient avec des chiens éventuellement de détection de produits stupéfiants, ou on vient également en nombre et on procède à des contrôles sur réquisition du procureur de la République. On contrôle l'identité des personnes, on contrôle si elles détiennent des objets dangereux ou des substances illicites, et assez fréquemment on fait des découvertes intéressantes. Donc derrière on judiciarise, c'est-à-dire qu'on place en garde à vue la personne, on l'entend et on la présente à l'autorité judiciaire pour un traitement qu'elle jugera approprié. Sur les mineurs, l'ordonnance de 1945 est encore valable aujourd'hui, et il y a effectivement une primauté de l'éducatif sur le répressif, sur ces mineurs. Sachant quand même que quand on atteint chez certains d'entre eux des palmarès un peu importants, vous avez aussi une capacité de l'autorité judiciaire à décider des mesures extrêmement restrictives, et notamment lorsque nous avons assisté au groupe local, à la dernière réunion de ce groupe local de traitement de la délinquance spécialisé dans les bandes, j'ai fait la suggestion au parquet de Paris de développer ce que sur le 10e on le faisait dans une toute autre thématique, qui est l'interdiction de paraître, c'est-à-dire que quand les jeunes gens se réunissent sur un secteur particulier, une dalle, un arrêt de bus, un parc, et qu'ils n'y habitent pas, l'objectif c'est de déterminer en accord avec le parquet une zone à l'intérieur de laquelle ils n'auront pas le droit de se trouver. Le simple fait de se trouver dans cette zone, au titre de leur contrôle judiciaire, parce qu'en général ils sont mis en examen, constituera une infraction qui permettra de les récupérer, de les ramener au commissariat, et s'agissant de mineurs, de les remettre à leurs parents. Merci. Une question là-bas, madame ou monsieur, qui est le premier. Merci. Oui, comme ça, oui. Oui, bonsoir monsieur, je reviens toujours au problème des vélos. Je voudrais savoir si légalement les vélos ont le droit, je dis bien vélos sans moteur, ont le droit de circuler sur les trottoirs. Car par exemple rue de Courbe, continuellement, que ce soit d'un côté ou de l'autre de la rue, on les retrouve. Et pourtant il y a une piste cyclable pour le moment. Autre chose, pour la protection des vélos, moi je ne fais pas de vélo, vous avez peut-être compris, mais toutes les marques au sol, les peintures qui existaient au début ont disparu. Si bien rue du Commerce, les vélos remontent la rue à l'envers, on s'interdit, et on ne voit même pas, quand on est en voiture, on ne voit même pas qu'ils ont le droit de le faire. Tout ça, ça a été effacé et ça n'a jamais été refait, comme tout le reste d'ailleurs de la voirie. Alors, pour des personnes qui ont l'habitude, comme moi, de circuler rue du Commerce, ce n'est pas un problème, mais pour des gens qui viennent d'ailleurs, quand même, ils ont le droit, les automobilistes, de savoir si les vélos ont le droit de circuler dans un certain sens, qui est opposé à la circulation, bien entendu. Voilà. Bonsoir madame. Alors effectivement, non, la règle est claire. La seule option pour le cycliste de se trouver sur le trottoir, c'est pied à terre. C'est-à-dire, il descend de son vélo. Et vous en voyez d'ailleurs des gens parfaitement respectueux qui descendent de leur vélo, qui font quelques mètres avec, qui remontent sur leur vélo et qui partent avec. Bon, non, le trottoir, c'est le domaine réservé des piétons. Et en deçà d'un certain âge, alors je vous prierai de m'excuser parce que je ne l'ai plus en tête, mais globalement les petits avec leur vélo, oui, ils ont le droit de s'y trouver. En revanche, les adultes, c'est clair que non. C'est une question effectivement de respect du piéton. Le trottoir, c'est le domaine du piéton. La ville a fait effectivement l'effort d'aménager des pistes cyclables, parfois même des espaces protégés, parce que la piste cyclable, c'est pas suffisamment protecteur et qu'on a quelquefois soit des véhicules qui s'y garent, soit des automobilistes qui rasent de près, voire qui roulent ou tentent de rouler sur les cyclistes. C'est pas toujours facile d'être cycliste. Je ne suis pas moi-même, mais pour autant, j'essaie toujours d'avoir une position équilibrée.
sur ça, effectivement, non, il n'y a pas de tolérance particulière, c'est une infraction en soi. Et là où on avait effectivement pendant quelques années eu peut-être une certaine tolérance du fait du développement du phénomène, l'augmentation de l'accidentologie et l'augmentation du sentiment d'insécurité lié à la présence de ces nouveaux modes de circulation, trottinettes, gyropodes et aussi les cyclistes sur des espaces qui ne leur sont pas réservés, induit qu'il doit y avoir une mobilisation, elle est déjà à l'œuvre de la part des services de police qu'il faudra effectivement amplifier. Et sur la signalétique, au-delà des pistes cyclables, si vous me le permettez, je crois que la ville l'a évoqué lors de la dernière réunion de quartier. Nous, on en a bénéficié, enfin en tout cas on en a bénéficié. Mes policiers traversent comme n'importe qui la rue de Vaugirard et ils la traversent dans les clous, et sauf qu'il n'y avait plus de clous du tout, il n'y avait plus de passage piéton. Ils ont été refaits et je crois qu'effectivement, vous l'évoquiez au dernier conseil de quartier, ça coûte extrêmement cher, et je crois que la ville a mis en œuvre une politique en la matière pour refaire un certain nombre de passages protégés, dits protégés. Oui. C'est leur finalité que d'illustrer de manière visible des espaces qui doivent attirer l'œil des autres utilisateurs pour respecter le piéton qui traverse. Il y a un autre problème aussi, c'est l'envahissement des trottoirs, justement, par toutes ces trottinettes et ces vélos en attente de location. Oui. Il y en a partout, puis maintenant on les laisse n'importe où, surtout. C'est quoi la réglementation là-dessus? Par exemple, moi je sortais de chez moi l'autre jour, j'avais 5 vélos devant la porte, puis personne ne peut sortir. Parce que les gens ils les mettent en vrac n'importe où. Donc en fait, il n'y a aucune obligation pour les sociétés de location d'avoir un certain, je sais pas, une réglementation à tel endroit, regroupée, enfin j'en sais rien, on les met n'importe où. Non, je vous dirais, le problème c'est que les usages, la loi a un train de retard parfois sur les usages. Et là, en la matière, effectivement, l'embarras de voie publique existe. Le délaissement d'objets, ça rentre. Vous avez des catégories juridiques, des contraventions qui existent depuis un certain temps. On est très original, on les ressort et on arrive à les adapter pour lutter contre certains phénomènes. Pour autant, ces usages-là, cette accumulation de matériel sur l'espace public, elle n'était pas véritablement prévue, d'autant qu'elle n'est que précaire, c'est-à-dire provisoire. Vous en avez quelques-uns qui restent longtemps d'ailleurs, mais vous en avez d'autres qui sont utilisés quelques heures après. Donc c'est vrai que la réglementation, elle a parfois du mal à suivre. Bon, après, moi, je ne voudrais pas vous faire mais des lectures qu'on peut avoir dans la presse nationale. On constate qu'effectivement, les autorités municipales sont concernées et se mobilisent sur le sujet. Vous voulez peut-être... indiqué. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de texte. Donc nous, pour que nos agents puissent verbaliser, en l'occurrence, là, ce sont les agents de la SDRD, qui sont commandés par ma collègue, doivent s'appuyer sur un texte. Donc là, effectivement, c'est nouveau. Et je pense qu'il y a une réflexion qui est appuyée actuellement. Et le jour où il y a un texte, il y aura des verbalisations. Voilà. C'est vrai que ce sont des phénomènes relativement nouveaux. Vous évoquez ces trottinettes qui sont stationnées un peu partout. C'est insupportable. Mais voilà, nous, il faut qu'on... Voilà, nous on doit pour verbaliser, on a besoin d'un texte. Juste revenir sur le marquage au sol, parce que pour le coup, il faut quand même être on est devant une réalité. C'est pas la mairie du 15e qui est chargée de ce problème du marquage au sol. Il faut remettre l'église au cœur du village, j'aime bien cette expression, donc je le dis, il faut remettre l'église au cœur du village. Le principal responsable, c'est la maire de Paris, qui se fout royalement de ces problèmes de signalétique au sol. D'ailleurs, on a 7 milliards de déficit, vous l'avez vu. Bon, je ne sais pas où est passé ce déficit, mais bon, enfin, en tous les cas, la voirie est extrêmement dégradée. Pour ceux qui sont cyclistes, monsieur, vous le savez, moi je suis cycliste, à tout moment on menace de tomber dans un nid de poule et d'avoir un grave accident. Mais il n'y a pas de marquage au sol, que ce soit les passages piétons, que ce soit les pistes cyclables, que ce soit les interdictions de ceci et de cela. On ne voit plus rien sur le sol. Et donc, ça devient très dangereux. Alors moi, je vous demande, écrivez à Madame Hidalgo pour vous plaindre du marquage au sol. Parce que si personne ne lui écrit, ça va rester entre nous. Elle nous suit peut-être sur la caméra ce soir, je ne sais pas. Mais en tous les cas, écrivez, dites-le. Parce que ce n'est pas la mairie du 15e qui est responsable de ça. Voilà, je suis désolé j'aime pas rentrer dans un débat politique parce que c'est pas forcément le sujet, mais il faut aussi dire les vérités. C'est une vérité. Il y a un vrai problème de voirie et un problème d'entretien de la voirie à Paris. Et c'est pas normal. Et ça fragilise chacun d'entre nous, piétons, vélos ou même les voitures dans certains cas. Je voudrais faire deux remarques, excusez-moi.
Je voudrais faire deux remarques, c'est sur les vélos. Ils se mettent eux-mêmes en danger parce que quand on circule la nuit, il y en a certains qui n'ont aucun éclairage. Et ça moi, je suis pas tout jeune, mais dans le temps, quand j'ai roulé en vélo bien longtemps, avant certains peut-être, dès qu'on était pris par le garde champêtre du coin, qu'on n'avait pas un bon éclairage, on y avait droit. Donc les éclairs, oui, non, mais même ça, c'est pas suffisant. Je parle de de l'éclairage. Une deuxième remarque qui est une décision qui est détestable à propos de l'accidentologie des deux roues, c'est les avoir autorisés à passer de chaque côté des voitures. Ça, c'est très stressant pour l'automobiliste parce qu'on est obligé en permanence d'attendre d'un côté de l'autre, voir si personne arrive sur les rocades et tout ça. Ça, cette décision qui a été prise, je pense qu'elle doit être responsable de beaucoup d'accidents de motards. Et alors après, j'ai une question, Monsieur Pérez, on va changer, c'est la propreté. Qu'est-ce que vous avez comme statistique de verbalisation sur les dépôts à côté des conteneurs, soit auprès des particuliers, soit auprès des entreprises qui viennent travailler dans Paris? Parce que Paris, c'est pas le ruban bleu de la propreté. Hein. Alors, bon, moi, c'est Monsieur Gomez. Oui, donc, les statistiques... je peux vous donner des chiffres. Hein. Par exemple, je vais vous donner un chiffre sur les dépôts sur la voie publique. Depuis le début de l'année, on est à 1159 contraventions. Sachant que la difficulté, il faut qu'on puisse identifier. Il faut qu'on puisse identifier le dépôt. Si vous faites des rondes régulières, vous voyez les entreprises, vous avez des agents assermentés, je suppose. Ah, tout à fait. Bon, ils peuvent ouvrir les poches et les gens sont assez idiots de laisser les courriers adressés à leur réputation. Je vais vous répondre. Alors, ce qu'on fait, le problème, c'est que quand vous découvrez un sac qui a été abandonné, même si à l'intérieur vous trouvez une adresse, vous ne pouvez pas verbaliser. Parce qu'il faut pouvoir être sûr que c'est bien la personne, auteur du courrier, qui a mis le sac. Par contre, ce que l'on fait, je vous réponds, monsieur, ce que l'on fait, c'est que en lien avec Monsieur Pinet, lorsqu'on trouve justement notre équipe là, qui est en civil et qui fait des patrouilles, qui tourne dans le quartier, chaque fois qu'elle trouve un sac, elle l'ouvre. Si elle découvre une adresse, on prend une photo, on envoie à l'adjoint au maire, Monsieur Pinet, et qui fait faire un courrier par la mairie à la personne. En lui indiquant, non mais on peut pas verbaliser, je vous assure, ça ne tient pas. Si la personne dit mais c'est pas moi qui ai mis vous voyez ce que je veux dire, mais il y a une action, si vous voulez, à ce niveau-là, déjà il y a une action, le courrier est envoyé, donc la personne, on sait très bien que 9 fois sur 10 c'est la personne qui a déposé le sac, donc elle se sait démasquée, donc ça a une vertu pédagogique. Après, encore une fois, je vous explique. Pour les dépôts sauvages, il faut qu'on puisse identifier, donc tomber sur prendre la personne en flagrant délit. Je vous assure qu'il y a énormément d'actions de verbalisation là-dessus. C'est notre domaine de compétence. Autant si je vous dis que nous on ne fait pas de l'ordre public, c'est-à-dire que quand il y a des problèmes de regroupement, de jeunes, tout ça, nous là-dessus on n'est pas compétents. Donc on va peut-être aller voir, on va peut-être essayer de faire quelque chose. Mais tout ce qui est sur le domaine de la verbalisation, de la salubrité, on intervient et on n'a aucun état d'âme à verbaliser. Je le voulais indiquer, sur les 2 arrondissements que compte ma circonscription, on est à 10% du taux de verbalisation sur l'ensemble de la DPP, ce qui est quand même assez conséquent. Voilà. Merci. Monsieur Lanfry voulait parler, je crois. Un autre sujet, à mon avis, c'est une source de conflit potentiel entre usagers de la voie publique. Ce sont les motocyclistes qui se garent sur des places de stationnement qui sont normalement pour les voitures. Les motos ont des places de stationnement dédiées qui sont de plus en plus grandes, de plus en plus nombreuses, mais vous avez toujours, souvent, et de plus en plus, je le constate, des motos qui se garent sur une place qui est pour une voiture. Alors je sais bien que la politique de la ville de Paris, c'est d'embêter les automobilistes au maximum, qui sont taxés non seulement sur l'essence, mais également sur le stationnement. Et donc, il me semble quand même normal que chaque catégorie respecte l'autre, c'est-à-dire que les motos doivent être cantonnées à des places de stationnement qui sont faites pour elles et pas sur des places de stationnement voitures. Autrement dit, monsieur le commissaire, est-ce que vos agents peuvent verbaliser une moto qui est stationnée sur une place de voiture ?
Ma réponse va être très claire, non. Non. Pour la simple et bonne raison que, alors monsieur, je vais me permettre une précision, les espaces auxquels vous faites référence, ceux sur lesquels les voitures se stationnent, ce ne sont pas des emplacements de stationnement pour les voitures, ce sont des emplacements de stationnement, c'est-à-dire que c'est ouvert aux camions, camionnettes, voitures, voiturettes, motos, motocyclettes. C'est-à-dire que n'importe qui peut se stationner sur ces espaces. La volonté des autorités, c'est de parvenir, alors actuellement, effectivement, le résultat est pas au rendez-vous, mais de parvenir à chasser ceux qui n'ont rien à faire sur les trottoirs. Donc le motocycliste qui se stationne sur la chaussée, sur une place qui est prévue pour le stationnement, qu'il s'agisse de 2 roues motorisées ou pas de 2 roues motorisées, il n'est pas en infraction. Au contraire, je dirais, c'est quelqu'un qui est soucieux de laisser l'espace des trottoirs, là où effectivement on verbalise. Alors on verbalise moins que d'autres, parce que quand les ASP, les agents de surveillance de Paris, étaient sous l'autorité des commissaires, c'était un sujet qui était régulièrement évoqué. Ça, c'est stationnement de 2 roues motorisées sur les trottoirs. Mais effectivement, sur les trottoirs, c'est pas leur place. Ils ont des emplacements dédiés. Ça, je vous rejoins dessus. Mais ça ne les exclut pas pour autant du stationnement sur les emplacements pour les autres usagers de la route. De la même manière que, parce que la question m'avait été posée, un taxi, il a le droit de circuler dans la voie de bus et en dehors. Il n'est pas obligé d'être dans la voie de bus. Il peut alterner. Alors quand il fait ça à peu près sereinement, il n'y a pas de souci. C'est pas un espace qui lui est obligatoire, comme pour le 2 roues motorisé, c'est un espace qui lui est réservé. Ça veut dire que les autres ne peuvent pas l'utiliser. Et quand la ville effectivement développe ces places de stationnement, qui sont d'ailleurs en nombre insuffisant au dire de tous les motards, c'est parce que justement, il y a un accroissement phénoménal ces dernières années du parc de 2 roues motorisés, mais pour autant, ils ne sont pas à exclure des emplacements entre les voitures, comme vous pouvez sans doute le constater quelquefois. Bon, autrement dit, les motos ne sont pas sujettes à prendre des contraventions des PV pour stationnement abusif. Bon, c'est pas votre domaine. Monsieur qui oui. voulait... Pardon. Non, c'était pour signaler à monsieur le commissaire. Oui, bien sûr, les motos, lorsqu'elles sont mal stationnées, elles sont verbalisées tous les jours par les ASP. Oui, tout à fait. Non, vous inquiétez pas, ils verbalisent énormément les motos. Voilà. Il y a plein de secteurs où ils font des cartons. Hein. Il y a des enlèvements, verbalisation. Voilà. Non, vous inquiétez pas. Franchement, il y a une action qui est quotidienne sur ce type de problématique. Hein. C'est vrai que c'est jamais suffisant, mais elle est réelle, l'action. Monsieur le commissaire, c'est pour vous signaler, alors vous le connaissez sans doute, il y a un croisement qui est hyper dangereux, c'est le croisement Vaugirard-Montparnasse, boulevard de Montparnasse. Les gens qui décollent, qui viennent de l'avenue du Maine, et qui logiquement doivent aller sur la rue de Vaugirard, tournent à gauche sur le boulevard du Montparnasse, pensant avoir même la priorité, alors qu'en fait il y a un panneau d'interdiction de tourner à gauche et que eux, s'ils veulent aller sur le boulevard du Montparnasse, ils doivent emprunter une petite rue qui est juste avant. Et là, il y aura un mort forcément, parce que les gens qui, je veux dire, de bonne foi n'ont pas vu le panneau tourner à gauche, considèrent qu'ils ont la priorité là. Et forcément, ils viennent de droite. Mais en l'occurrence, là, c'est hyper dangereux, quoi. Pour tout le monde, pas seulement les vélos. Non, bien sûr, pour tous les usagers. Alors, je ne suis pas venu avec les statistiques en matière d'accidentologie. Vous avez compris, hein, le recul qui est le mien est tout à fait modeste. Hein. Je ne suis là que depuis 3 mois et demi. Nous avons connu malheureusement effectivement un AVP, un accident de voie publique extrêmement grave sur la rue de la Convention. Ce carrefour-là, de mémoire, j'ai pas connaissance d'une accidentologie particulière sur ce carrefour. En revanche, je vois bien ce que vous voulez dire pour l'emprunter moi-même et pour effectivement faire ce détour qui évite de se croire en priorité alors qu'on ne l'est pas. Quelqu'un veut poser? Madame, vous voulez intervenir? Allez-y, madame. Oui. Je change de sujet. En ce qui concerne la propreté, je ne vois plus depuis un certain nombre d'années, je ne vois plus aucun balayeur. J'habite rue de la Croix-Niver, je ne vois absolument aucun balayeur dans le quartier. Il y a des feuilles mortes partout. Dans les caniveaux,
il y a énormément de cigarettes et autres débris, des bouteilles de plastique, etc. Et ce n'est jamais nettoyé, ou alors si peu. Je voudrais savoir pourquoi. Je pense que c'est les crédits de la mairie de Paris qui ne nous sont pas transmis. Bon, allô? Oui, vous m'entendez? Excusez-moi, allô? Je suis fatigué. C'est un vrai sujet, la propreté, hein. On en parle très souvent en nos réunions de conseil de quartier. En fait, une fois encore, c'est des problèmes de crédit. C'est des priorités. Semble-t-il, ça n'a pas l'air d'être une priorité municipale pour encore aller dans le sens de ce que je vous disais tout à l'heure sur les sujets de marquage au sol sur la voirie. Bon, voirie, propreté. En fait, voirie, propreté, depuis 4 ans et demi que je suis élu, que je préside ce conseil de quartier, j'entends ça 24 heures sur 24. Donc malheureusement, rien ne change. C'est assez tragique, en particulier sur les feuilles mortes pour les personnes. Alors pas que les personnes âgées, je vous dis, bon, principalement les personnes âgées. En ce moment, il suffit que les feuilles mortes soient humides après la pluie, et souvent c'est source de glissades et de blessures, voire d'accidents graves. On demande aux services de la ville d'intervenir sur des endroits où il y a plus d'arbres que d'autres, mais bon, c'est encore un problème de manque d'effectifs et de priorité. Donc je peux malheureusement pas vous en dire plus, à part, une fois encore, manifester votre mécontentement, mais quelque chose qui se situe un peu plus haut que la mairie du 15e arrondissement. Pardon? Qu'est-ce que quelqu'un a répondu à... Quelqu'un voulait rajouter quelque chose? Elle s'en moque. Je pense qu'on peut écrire tout ce qu'on veut. Elle s'en moque. Elle est tout à fait dans d'autres sphères. Alors c'est pas complètement faux. Il y a un vrai problème. Tout le monde a constaté qu'il y avait quand même de vrais sujets qui nous préoccupent tous, qu'on soit élu ou riverain ou habitant de Paris. On a quelques inquiétudes sur la façon dont est géré Paris, mais bon, enfin, on va pas rentrer dans ce débat parce que c'est un peu gênant pour moi. Je voudrais pas que ça tourne en un débat politique et qu'on m'en fasse le procès ensuite, mais je partage votre sentiment. Ceci dit, madame, si vous avez des préoccupations particulières dans des endroits particuliers, sur des sujets particuliers, n'hésitez pas à me le dire et je ferai de mon mieux pour envoyer les services de la propreté, la voirie, et j'interviens très souvent pour faire remettre des panneaux, des espèces de bornes pour éviter que les voitures se stationnent sur les trottoirs, etc. J'en fais beaucoup d'interventions comme ça. Donc n'hésitez pas à faire appel à moi et j'essaierai de plaider votre cause et de faire en sorte que soit les panneaux soient changés, réparés, le mobilier urbain soit remis en état, et puis aussi sur les aspects propreté. Mais pour les aspects propreté, il faut réagir très vite, c'est-à-dire que si vous voyez quelque chose le matin, il ne faut pas me prévenir le soir. Et puis je vous rappelle qu'il y a quand même une application sur les téléphones mobiles. Si vous avez un téléphone mobile, il y a une application qui s'appelle Dans ma rue. Et je dois dire qu'elle fonctionne très bien. Et quand vous observez des choses qui en particulier des déchets sauvages, des choses assez significatives, allez sur cette application. Moi, je le fais très souvent. Et parfois, je m'aperçois que c'est presque plus efficace quand moi, personne ne me connaît sur l'application, donc c'est pas parce que je suis élu que c'est plus efficace. Non, je le fais en tant que Parisien. Et quand je poste par exemple une photo d'un encombrant qui traîne, en disant voilà, c'est à tel endroit que j'ai vu ça, et souvent c'est retiré dès le lendemain. Donc c'est une application qui marche extrêmement bien et extrêmement efficace. Donc je vous invite à l'utiliser. Ça s'appelle Dans ma rue. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Je vois l'heure qui tourne, le froid qui s'installe chez chacun d'entre nous. Avant qu'on gèle sur place. Une dernière question. Juste une question. Vous avez distribué à l'entrée, au début de cette séance, un tract sur les quêtes dans les immeubles, les commerçants sédentaires, les étrennes, etc.
Donc on comprend que pour les agents municipaux, ce n'est pas autorisé. J'entendais, moi aussi, j'ai été sollicité par des éboueurs qui sont montés directement chez moi. Je leur ai dit, vous ne pouvez pas faire la quête parce que vous êtes agent municipal, ce qui n'est pas vraiment le cas d'ailleurs. Mais qu'est-ce qu'il en est? En fait, quelles sont les catégories de gens qui ont le droit de faire la quête? Alors, je sais que les postiers, c'est presque traditionnel, mais est-ce qu'il y a des catégories qui sont, entre guillemets, qui ne sont pas interdites? Je veux dire, pas demander qu'ils sont autorisés, mais qui ne sont pas interdites. Est-ce qu'on sait ça? Traditionnellement, il n'y a que les facteurs. Et aux abords de certains métros, les pompiers, parfois aux abords des métros, parfois aux abords de leurs casernes. Donc traditionnellement, les facteurs et les pompiers. Voilà, c'est tout. Parfois. Les pompiers, très rarement dans les immeubles. Oui, très rarement. Il y a quelques années, ils le font à certains métros et aux abords des casernes de pompiers. Ils remettent un calendrier. Ils vous remettent un calendrier, voilà. Plus de questions. Bah, écoutez, on va terminer notre réunion. Merci à tous. Merci d'avoir bravé le froid. Merci d'être venu. Hein. Merci au commissaire Vallot d'être venu. Merci à monsieur Gomez aussi. Et merci à vous tous.